Bonjour, je m'appelle Ariane Fizet, collaboratrice auprès du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. J'anime cet épisode de balado qui est diffusé dans le cadre de la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Plus précisément, cet épisode s'adresse aux parents et vise à promouvoir une meilleure compréhension du civisme en milieu scolaire, à faciliter une communication positive et efficace avec son enfant et à l'aider à résoudre un malentendu ou un conflit. Dans cet épisode, je discute avec 3 invités, soit Éric Morissette, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et chercheur collaborateur de l'unité mixte de recherche Synergia, Nathalie Parent, psychologue, auteure, formatrice et superviseur clinique, ainsi que Corinne Payne, directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec. Les échanges sont articulés autour de questions s'adressant à ces spécialistes selon leur champ d'expertise. D'ailleurs, avant de plonger dans le vif du sujet, il apparaît important de s'entendre pour une définition commune en ce qui concerne le civisme à l'école. Le civisme, en fait, c'est l'ensemble des comportements et des attitudes qui témoignent du respect des personnes, des règles et des valeurs de la communauté. C'est un ensemble de règles écrites ou non écrites et de normes sociales qui visent la régulation de la vie en société et facilitent la vie en groupe pour que tous aient un environnement sain, respectueux et équitable. On fait alors référence à la cohésion sociale, au savoir-vivre et au vivre ensemble. Enfin, je précise que cet épisode prend racine dans les résultats d'un sondage réalisé par la Fédération des comités de parents du Québec en janvier 2025, lequel portait sur le civisme dans les écoles. Près de 500 parents l'ont complété. Au courant de notre échange, Mme Payne nous fournit de plus amples détails quant aux résultats obtenus. Alors, Mme Payne, dites-moi, à partir des données recueillies dans le sondage, quels sont les 3 principaux enjeux en matière de civisme à l'école? Je vais dire, premièrement, que c'est positif. Hein. 80% des parents perçoivent que le civisme dans leur école est bien ou très, très bien. Alors, on va regarder le positif. Les choses qui sont dévoilées, qui c'est les 3 grands enjeux, c'est l'enjeu sociétal de la manque de respect. On est rendu un petit peu dérapé, on peut dire, comme société. Alors, ça, c'est première chose. Deuxième chose, le rôle de les parents et leur implication. 99% des parents, je pense, ils prennent bien leur rôle puis ils comprennent l'implication, mais il y a certaines qui ne font pas la collaboration qu'ils devraient faire avec l'école. Alors, ça, c'est important. Les parents ont besoin d'être le premier éducateur de leurs enfants puis pas oublier ce rôle-là. Puis le troisième, c'est la cohérence avec les règles de vie à l'école. Chaque école a un code de vie, mais des fois, il y a un manque de cohérence puis la rapidité d'appliquer les sanctions ou des choses dans le code de vie. Alors, c'est très important que c'est respecté. Puis voici les 3 enjeux que les parents sont soulignés. Alors, merci à Mme Payne. Ça m'amène à rebondir vers M. Morissette afin de vous demander dans quelle mesure croyez-vous que le rôle des parents peut encourager les comportements empreints de civisme chez les élèves? Alors, comment, on peut, développer et travailler le civisme auprès de notre enfant? C'est en étant un modèle. Donc, comme premier intervenant, le parent, influence, l'évolution et on est le premier éducateur, de notre enfant et puis, faut pas perdre de vue que dans nos interactions avec, les autres adultes, avec, les enfants, que ce soit dans la famille, que ce soit, lorsqu'on est, au centre commercial ou bien, durant une partie, dans une joute sportive, nos enfants nous observent. Donc, lorsqu'on parle de socialisation, on sait que l'être humain, on apprend beaucoup par copiage. Alors, ce qui est positif à mes yeux, mais nécessairement, je vais le copier, je vais le reproduire. Et si je fais preuve de civisme et si j'utilise justement la civilité dans mes relations interpersonnelles, alors mon enfant est exposé à un modèle qui est positif et qui est efficace pour entrer en relation puis maintenir des bonnes relations avec les autres. Comme parent, je suis modèle, mais en plus, lorsque je fais mes interventions, c'est d'être conscient de ce que je fais. Donc, quand je suis conscient, mais je suis intentionnel dans mes interventions et le souci que mon enfant apprenne de moi et se développe pour que lui-même soit capable là, de bien s'adapter et s'intégrer lorsqu'il est en collectivité, lorsqu'il est en train de socialiser. Monsieur Morissette, vous parlez de socialisation. Qu'est-ce qu'on entend par ça exactement?
La socialisation, c'est la capacité à fonctionner en société. Et puis, ce que l'on veut, le bien que l'on veut pour notre enfant, mais c'est qu'il soit aimé, apprécié, puis qu'il soit heureux avec les autres. Donc, pas seulement qu'avec nous. Et lorsqu'on parle de socialisation, c'est cette capacité-là de maintenir des bonnes relations et d'apprendre à se faire des amis, d'apprendre à résoudre des situations sociales qui sont un peu plus compliquées. Alors, c'est lui enseigner à bien se connaître et à s'évaluer. Donc, ça, c'est la première composante de la socialisation, mais aussi à bien identifier les émotions qu'il vit pour être capable de la résoudre. Donc, comment je peux affronter, puis comment je me prépare à faire face à des émotions qui parfois sont négatives. Donc, plutôt que de m'effondrer ou bien d'être bloqué par rapport à une situation, mais j'apprends à questionner, à nommer l'émotion que je vis et j'apprends à surmonter. Alors, c'est là que je vais développer de la résilience. La socialisation, c'est aussi également comprendre les autres et apprendre à être en relation avec les autres. Et ça, c'est le développement de l'empathie. Alors, lorsque je développe l'empathie, mais je deviens plus habile à maintenir des relations efficaces et je suis moins exempt à établir des rapports de force avec les autres. Et on sait qu'établir un rapport de force avec les autres, mais ça peut virer soit en conflit ou en intimidation. Donc, c'est pour ça que de développer la compétence sociale de mon enfant, c'est important parce qu'à l'école, la mission de l'école, c'est instruire, socialiser, qualifier. Et socialiser, c'est le trait d'union entre instruire et qualifier. Donc, on a besoin là, de bien se comporter. Ça s'appelle le savoir-être. Donc, lorsqu'on parle de socialisation en particulier. Et là, vous me parlez de socialisation, communication. Ben concrètement, comment on favorise la communication? Comme parent, puis vous allez le découvrir, vous êtes en train de le découvrir, hein, l'adolescent peut nous amener des fois là, dans un cul-de-sac. C'est plus facile hein, lorsque notre enfant est au primaire, mais ça devient encore plus important lorsqu'il est au secondaire de favoriser la communication. Donc, communiquer, c'est questionner pour écouter. Donc, c'est pas tant parler, la communication, c'est à deux sens. Alors, questionner et puis attendre la réponse. Euh, la réponse, peut-être qu'elle ne viendra pas tout de suite si on parle d'un préadolescent ou d'un adolescent, mais c'est d'accepter le silence et peut-être revenir un peu plus tard, soit la même journée ou le lendemain. Et vous aussi, on peut utiliser le silence parfois. Ça fait douter notre enfant pourquoi mon père ou ma mère est silencieuse en ce moment lorsque normalement elle parle tout le temps. Alors donc, la communication, c'est écouter. Puis c'est écouter pourquoi j'ai écouté, c'est pas parce que je veux répliquer, mais c'est écouter pour donner une rétroaction, pour aider mon enfant à comprendre en lui posant une deuxième question. Ça lui permet aussi d'interpréter des situations que selon son point de vue, c'est peut-être pas de la bonne façon et il interprète la situation de façon peut-être plus dramatique ou moins dramatique qu'il devrait. Donc la communication également, c'est pour qu'il puisse s'autodéterminer par lui-même, dans ses relations interpersonnelles, mais il doit se pratiquer à un endroit où il est à l'aise et c'est normalement avec ses parents. Il apprend parce qu'on lui enseigne, hein, ce qu'il faut faire et de ne pas perdre de vue que lorsque j'enseigne quelque chose, puis je veux voir leur comportement se reproduire, il faut le renforcer positivement. Donc, le valoriser, hein, de mettre de l'importance sur ce qu'ils viennent de réaliser sur le plan de la communication, de partage, pour lui permettre là, de le reproduire parce qu'il obtient de la valorisation. Dans la communication, je dois valider ses propos. J'évite de l'invalider. Donc, si je lui pose une question, c'est pas pour lui dire qu'il a tort. Donc, je vais l'accueillir, il va se sentir écouté et je vais essayer de lui faire voir les 2 côtés de la médaille. Si je l'écoute pour l'invalider, la prochaine fois que je vais le questionner, il répondra tout simplement pas. Alors, je vais m'assurer de bien faire ça. Je vais éviter d'utiliser le blâme puis la culpabilité. Ça va le mettre en posture défensive, il va être prudent pour la prochaine fois, puis il va éviter de répondre à mes questions. Je vais travailler intentionnellement la relation et le lien avec lui afin de construire et maintenir sa confiance. Donc, il y a toujours ça. Est-ce que c'est facile de faire ce que je vous dis là? Non. C'est difficile, puis il faut en être conscient. Et il faut surmonter l'adversité, nous aussi, comme parents, et il faut pas perdre espoir. Euh,
j'ai parlé de silence. Donc, c'est ce qu'on obtient lorsqu'ils vieillissent. Ne vous inquiétez pas. Le dialogue, les échanges vont revenir en vieillissant. Puis ça, c'est un petit peu après le secondaire 4, le secondaire 5, les adolescents atteignent un niveau de degré de maturité où ce qu'ils vont ouvrir. Et puis, l'important, c'est d'éviter le jugement. Alors, si quelqu'un se ferme puis il veut pas répondre, c'est qu'il a peur de votre réaction. Donc, moi, quand je veux m'assurer que d'établir et de maintenir ce lien de confiance-là pour favoriser la communication, je vais être prudent là, par rapport au jugement, parce que des fois, on a le goût de donner notre avis. Mais si je donne tout le temps mon avis et surtout éviter de lui dire, ben moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Quand je fais ça, je l'invalide. Et plutôt lui demander, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Alors, donc, c'est de le faire réfléchir. Puis, est-ce que ça a donné des résultats qui étaient efficaces? Puis, est-ce que tu aurais une autre solution? Alors, ne pas oublier que moi, je suis un adulte et c'est pas parce que je ne l'aurais pas fait comme ça et je ne suis pas dans cette situation. Alors, c'est toujours plus facile d'être un spectateur extérieur et de juger. Et c'est là on met on est dans une situation culpabilisante et ça, nécessairement, mais votre enfant va plutôt se refermer que s'ouvrir. Donc, évitez le jugement, restez ouvert, préparez-vous à attendre des choses qui vont peut-être vous faire friser les cheveux si vous n'êtes pas déjà frisé, mais c'est à force de le faire que vous allez devenir habile. Donc, la première fois, ça ne sera pas simple. La deuxième fois, le devenait un peu meilleur. La même chose pour votre fille ou votre garçon, mais l'important, c'est de répéter et de persévérer. Ben, merci infiniment, Monsieur Morissette. Ça se veut très éclairant, rassurant, ces stratégies-là que vous nous partagez qui sont très concrètes pour favoriser une bonne communication parent-enfant. Maintenant, Madame Payne, à la lumière des résultats obtenus dans le cadre du sondage, pensez-vous que le rôle des parents est important pour favoriser, encourager les comportements qui sont empreints de civisme chez les élèves? Oui, puis même les parents ici, 87% des parents savent que leur rôle est important d'être un modèle pour leurs enfants. Je vais dire qu'être parent, c'est une des choses les plus difficiles qu'on va faire dans la vie. On n'a pas de formation pour la faire, mais tout petits gestes sont aussi importants que des grands gestes qu'on va faire parce que nos enfants, ils nous regardent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est encourager de respect. Aussi, c'est de créer des liens puis des bonnes communications avec notre enfant, avec l'école, avec l'enseignante, quand ça va bien. Parce que quand ça va aller mal, ça va être dur d'établir des liens à ce moment-là. C'est de le faire en amont, d'avoir ces bons liens-là. Aussi, les parents, à part de parents, monsieur, madame, on a aussi des parents qui s'impliquent dans l'école sur le conseil d'établissement, puis leurs rôles sont très importants aussi dans la gouvernance scolaire parce que c'est là qu'on adopte puis on approuve des codes de vie, les plans de lutte, etc. Alors, ces parents-là, ils sont là pour aider tous les autres parents puis aider l'école à leur rôle. C'est très important. Ça m'amène à solliciter Madame Parent. Je me questionne en tant que parent, justement, mon enfant vit un malentendu, un conflit à l'école. Comment, de manière concrète, je peux l'aider à le résoudre? Souvent, l'enfant va arriver chargé émotionnellement, hein. Donc, c'est important de respirer en tant que parent pour pas porter toute l'émotion, la charge émotionnelle. Donc, prendre un pas de recul, hein, va permettre de tenter d'être un peu plus objective et d'entendre la blessure de notre enfant, puis peut-être aussi d'entendre notre blessure d'enfant là-dedans, parce que parfois, ça peut faire écho à nos blessures d'enfant, puis on peut avoir le goût de réagir. Alors, quand on prend un pas de recul, on respire, on est là avec l'enfant, on l'écoute, hein, puis on a aussi en tête le bénéfice du doute. Donc, c'est-à-dire que quand notre enfant nous arrive avec des informations, on peut se dire que c'est sa perception à lui. L'autre personne avec qui il a été en conflit amènerait une autre perception. Alors, on lui donne le bénéfice du doute dans le sens que c'est peut-être pas tout à fait ça qui a été dit, mais l'intention de l'autre personne peut avoir été bonne aussi. Donc, on a ça en tête pour tenter là, de ne pas être dans une pensée dichotomique où est-ce qu'il y en a un qui a raison puis que l'autre a tort. Il y en a un, mon enfant, il est gentil, il est correct, puis l'autre a vraiment, il est méchant. Donc, il faut garder ça en tête parce que c'est facile de tomber là-dedans.
dans la pensée dichotomique, mais plutôt de voir des nuances. Qu'est-ce qui appartient à chacun? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme parent avec l'enfant? Bien, c'est de l'écouter, hein? D'écouter, de reconnaître son émotion. Qu'est-ce qu'il vit? C'est de la peine, de la jalousie, de la tristesse, de la colère. On va le reconnaître, on va le valider parce que c'est ça qui va l'apaiser, hein? Oui, je comprends, tu es fâché, tu es en colère, ça te fait de la peine, tu t'es senti rejeté. Donc, on va nommer l'émotion, on va la reconnaître. Puis, on va aussi miser sur ses forces, sur ses capacités à lui de régler les situations qui sont difficiles. Donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va passer d'un mode affirmatif à un mode question. Donc, plutôt que de lui suggérer plein de comportements, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il peut résoudre ça, on va l'amener à réfléchir. Qu'est-ce qu'il pense qu'il pourrait faire, qui pourrait l'aider, lui? Comment il vit ça? Qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Pourquoi l'autre, il pense qu'il a agi ainsi? Donc, on va l'amener vraiment à aussi trouver ses propres solutions. Qu'est-ce qu'il peut faire quand ça arrive? Donc, on va imaginer différents scénarios avec lui. On peut même faire des jeux de rôle avec lui pour vraiment le faire réfléchir puis développer ses capacités à lui. Puis, en parlant de capacité, ben, de plus en plus, il y a des difficultés chez les enfants à réfléchir avant d'agir. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité. Donc, nous, comme parents, on veut développer leur capacité réflexive. Ça devient vraiment important. Puis ça, on peut le faire, comme je dis, en posant des questions plutôt que d'affirmer des choses. Donc, on va poser des questions ou encore on peut le faire dans des jeux. Il y a certains jeux où est-ce qu'on va faire réfléchir l'enfant. Je pense au jeu ni oui ni non. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais hein, l'enfant ne doit pas dire oui, ne doit pas dire non, mais il doit utiliser d'autres stratégies et réfléchir avant de répondre. Donc ça crée une façon de bien accompagner l'enfant. En tout cas, c'est une des stratégies, mais il y en a tout plein d'autres. Puis aussi, nous, comme parents, oser montrer nos vulnérabilités, oser montrer quand il arrive une difficulté, un conflit avec notre enfant, de revenir sur la situation pour lui expliquer, ouais, j'ai peut-être perdu patience un peu à ce moment-là, parce que, bon, puis là, on explique, on essaie de dire qu'est-ce qu'on a pris comme, qu'est-ce qu'on a compris de la situation. Donc, le fait que nous, on réfléchisse transmet aussi cette capacité-là de réfléchir avec l'enfant. Donc, faire des retours sur les situations, puis oser montrer que c'est pas parfait, nous non plus, on se trompe, on ne sait pas. Puis, mais par contre, on fait l'effort de chercher les réponses, chercher à s'améliorer, puis voir comment on peut faire ensemble. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Bien, merci, Madame Parent, pour les nombreuses pistes d'action très concrètes et éclairantes. On a effleuré tout à l'heure l'importance de la collaboration entre les différents acteurs. Madame Payne, au regard des résultats que vous avez obtenus grâce au sondage, comment l'école peut-elle impliquer davantage les parents dans l'éducation au civisme des élèves? Cette question-là a été posée intégralement aux parents, puis ils sont nommés deux choses en prioritaire. Communication régulière avec le personnel de l'école. Alors, c'est des parents qui l'ont dit. Puis, meilleur suivi les comportements civiques. Puis, je vais dire aussi que les parents ont dit qu'ils sont d'accord avec les sanctions et des gestes réparateurs dans le code de vie de l'école. Alors, il y a déjà un alignement. L'école puis les parents, je pense, ils sont prêts à travailler ensemble. Puis, pour les parents qui siègent sur les conseils d'établissement, les comités de parents, qu'est-ce qu'ils souhaitaient? C'est sensibiliser la communauté au civisme. Travailler en consultation avec l'équipe école de direction. Organisation des ateliers et des formations pour les parents. Encourager l'implication des parents aux activités scolaires et parascolaires. Je suis convaincue que les parents sont prêts à faire leur part. Ils veulent même aider eux autres qui ont besoin d'aide ailleurs. Alors, ils voulaient la faire dans un esprit de collaboration avec le système scolaire. Comme je dis souvent, ensemble, on peut aller bien plus loin. C'est très inspirant, tout ça, encore là, plein de pistes concrètes, puis on sent la volonté des parents à vouloir s'impliquer, puis en faire davantage. Puis on peut penser qu'en termes de sensibilisation, ce qu'on fait actuellement, cet épisode de balado, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, je suis un parent, je souhaite avoir du soutien. Madame Payne, qui peut nous venir en aide en cas de besoin? Quelles sont les ressources disponibles? Bien, je vais enchaîner avec ce que Madame Parent a dit au début, prendre des reculs, mais aussi respirer.
Juste respirer des fois, prendre 5 minutes pour respirer, pas être en réaction, ça va aider. Je vais vous inviter, les parents de tous les coins du Québec, appeler la Fédération des comités de parents du Québec ou tu peux clavarder en ligne. On a des ressources qui sont là pour vous aider ou vous diriger vers les bonnes ressources. Toutes les ressources que Madame Parent va peut-être mentionner sont dans notre bottin aussi. Aussi, il y a 2 séries de capsules que je dis il faut absolument écouter. Une s'appelle Être parent, puis l'autre, c'est les tonifs. Puis mon capsule préférée dans les tonifs, c'est On brasse des idées puis pas des personnes. Merci, Madame Payne. Puis j'ai envie de terminer en vous posant la même question, Madame Parent. Envers qui on peut se tourner en cas de besoin? Oui, quand il y a un conflit ou quelque chose qui se passe à l'école, bien évidemment, il y a tout un système à l'école. D'abord, l'enseignant, l'enseignante de notre jeune avec qui on peut entrer en contact. Il y a les psychologues scolaires, il y a les psychoéducateurs, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des travailleurs sociaux. Donc, tout ce monde-là peuvent aider directement dans l'école. C'est sûr que si la difficulté est majeure, qui implique plusieurs personnes, peut-être que là, la direction devrait être consultée. Sinon, à l'extérieur, comme parents, hein, pour respirer, des fois, on peut appeler à la ligne d'écoute pour parents. Ça peut venir vraiment faire une différence quand on se sent submergé par l'émotion, ça peut aider. Sinon, il y a des psychologues, des psychoéducateurs aussi, puis des travailleurs sociaux en privé. Donc, chacun a son ordre professionnel. On peut aller retrouver un professionnel sur le site de chacun des ordres. Sinon, il y a aussi au CLSC, là, quand ça devient plus compliqué, on peut appeler pour trouver une ressource. Bien, merci, mesdames. Je tiens à remercier sincèrement d'ailleurs nos 3 invités pour ces échanges très éclairants. On a eu l'occasion de mieux comprendre ce que signifie le civisme à l'école, d'aborder différentes stratégies pour favoriser la communication parent-enfant ainsi que pour aider son enfant à résoudre les conflits et les malentendus. On a également abordé l'importance d'encourager les comportements empreints de civisme chez notre enfant et enfin, de découvrir ou de redécouvrir différentes ressources pour nous soutenir en tant que parents. J'invite d'ailleurs les personnes auditrices à consulter la liste de ressources qui est accessible dans la description du présent épisode de Balado. Le ministère de l'Éducation souhaite remercier ses partenaires et collaborateurs pour cet épisode de Balado. Éric Morissette, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et chercheur collaborateur de l'Unité mixte de recherche Synergia. Nathalie Parent, psychologue, auteure, formatrice et superviseur clinique. Corinne Payne, directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec. Et enfin, le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement.